Bonjour à tous et bienvenue à l'appel du MOS, ce podcast 100% scout qui met en lumière toute la beauté du scoutisme. Je suis le chef Armel Romba, chef de troupe titulaire. Ici, nous recevons des chefs qui ont fait leurs preuves, des chefs qui sont bons dans leur domaine. Et aujourd'hui, nous recevons un chef, le chef Signo Emmanuel, qui milite au sein de l'association des éclaireurs et éclaireuses évangéliques de Côte d'Ivoire. Il occupe la fonction commissaire national chargé à la formation. Il est également commissaire divisionnaire Abidjan 3 de l'association de l'AESI. Il est également responsable du scout universitaire et est un chef de clan titulaire. Aujourd'hui, il va nous enseigner, sur un thème très important qui fait le lien entre le scoutisme et les fonctions professionnelles, pour résumer le thème. Et c'est une joie pour nous aujourd'hui de le recevoir sur ce plateau de l'appel du MOS. Si tu es scout ou non et que tu es intéressé par tout ce qui est contenu qui tourne autour du scoutisme, tu es sur la bonne page. Alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui sera publiée sur cette page. Sur ce, nous recevons le chef invité du jour. Bonjour bien-aimés, bonjour chers chefs scouts, bonjour chers jeunes. Je voudrais rendre gloire au Seigneur. Je suis le commissaire Dr Signo Emmanuel. En vie active, je suis enseignant-chercheur à l'université Péléphone Koulibaly, historien de formation. Je suis commissaire national à la formation en ce qui concerne l'AESI et commissaire de division Abidjan 3. Donc Abidjan 3, c'est la zone qui couvre Trècheville, Makori, Koumassi, Pobri, selon le découpage de l'AESI. Je suis également titulaire de Buchet, chef de clan. Je suis connu également au sein du scoutisme sous le nom de Colibri chercheur, en réalité en rapport avec ma profession. Aujourd'hui, je réponds à l'appel du MOS. D'accord. Bonjour chef, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. On va entrer de plein pied dans l'émission. Moi, pour t'avoir un peu connu dans les débuts, je rappelle qu'on a fait notre pré-badge ensemble. Et aujourd'hui, du pré-badge, tu es commissaire national chargé à la formation de l'association des éclaireurs et éclaireuses évangéliques de Côte d'Ivoire. Je veux que tu nous parles un peu de ton ascension. Et puis, quelles ont été du moins tes motivations? Surtout, d'après toi, qu'est-ce qui a joué en ta faveur pour que tu puisses être mis à cette fonction aujourd'hui? D'accord. Alors, je voudrais, en termes de l'émission, te féliciter pour cette belle initiative d'organiser ce genre de podcast. C'est important. Ça permettra à nous jeunes de nous suivre, de comprendre le modèle et de comprendre certaines situations. C'est très salutaire. Et pour répondre à ta préoccupation, peut-être je fais un peu l'histoire de mon arrivée là ici. Je fais partie de là aussi, en 2006. À Yamoussoukro, il est organisé une convention, nationale, par là aussi, donc Nation des Ouvriers du Christ. Dans cette dernière convention, et là, à la convention, ils ont besoin d'une main-d'œuvre, surtout de la jeunesse. Et en son temps, le scoutisme à Yamoussoukro n'était pas encore développé. Et donc, c'était, je crois, le district de Tiébissou, mais qui faisait partie de la grande région de Bengotoro. Et après, on appelait ça division et tout ça. Donc, là, je vais m'inscrire pour participer à la convention. Et j'arrive de voir des jeunes qui se mobilisent pour apporter une forte
à la convention. Et je décide d'être volontaire. Donc, je m'engage auprès d'eux. Et c'est à partir de là que mon engagement au niveau du scoutisme va vraiment commencer. Et en veille, pour ceux qui connaissent le lycée scientifique et Nice, qui sont collés au niveau du secours, c'est un lycée qui est très vaste. Il fallait couvrir toute la sécurité, donc comprenez que il fallait gérer toute la sécurité et couvrir tout l'espace. Ce qui demandait un grand effectif. Malheureusement, nous n'étions pas assez, donc il fallait faire un travail doublement ou triplement. Et l'engagement est né à partir de là. Surtout lorsque, pendant les moments de prière, on voyait le miracle. C'était ma toute première fois de voir le miracle. Je vois des gens qui étaient sourds quand ils venaient, et puis ils retrouvent totalement, que ce soit, ils retrouvent totalement, l'audition, ou ceux qui étaient aveugles, qui retrouvent totalement, la vue. J'ai vu également les paralytiques, je le dis clairement, des gens qui venaient avec des pieds pliés, sur des pieds. J'ai dit, ben tiens, c'est que les miracles existent. Effectivement, j'ai vu de mes yeux. Et comme j'étais pas responsable des scouts, j'étais jeune scout, et c'est nous qui avions en charge, pendant les moments de prière, de transporter les malades, de transporter les personnes touchées par le Saint-Esprit et tout ça. Donc, j'ai pu voir de près cette réalité. Et à partir de là, mon engagement est né. J'ai dit, bon, si je l'ai fait pour Dieu, c'est-à-dire mon apport a permis que le Seigneur puisse réaliser tout ce qu'on a vu, c'est que je suis dans la bonne direction. Donc, à partir de là, je me suis engagé. Et je peux vous rassurer, quand je me suis engagé, c'était pas facile. Parce que à Yamoussoukro, en son temps, il n'y avait que 2 groupes scouts. Il y avait le groupe de numéro 6, qui est en fait le tout premier groupe. Et le numéro 6, nous sommes créés du Labourou. Donc, il y avait le numéro 6 du Labourou, c'est les groupes naissants. Et après, il y a un autre groupe qu'on a créé, qu'on appelle le groupe de Camille, qui était 3 groupes au total au niveau de Yamoussoukro. Et moi, j'étais au 220. Le 220 Camille, c'est un peu comme, je vais dire, Cocody, le plus peut-être. Donc, il fallait que je m'engage. Dans mon église, mon pasteur ne voulait pas de scouts. Et le dimanche, je marchais de 220 jusqu'à Camille pour aller faire le culte. Et à la fin du culte, faire le mouvement, faire le rassemblement et puis revenir. Et je rappelle que au niveau même de l'ouverture de Camille, je peux dire parmi s'il dit précurseur, ça sera être trop prétentieux, mais il faisait partie des premières personnes qui ont engagé l'ouverture. Et c'est là-bas que je vais aussi m'intégrer jusqu'à ce que je fasse des activités. Et le chef Zabé, que je rends un hommage particulier, était notre aumônier. C'était le tout premier aumônier de Yamoussoukro. Et le chef Senga, que je rends aussi un hommage, qui nous a devancé dans la gloire céleste, était notre tout premier responsable au niveau de Yamoussoukro. Il était souvenu comme le commissaire de district, mais en son temps, on ne parlait pas de district, puisque nous dépendions de Tébissou. Et donc, le chef Komoui, qui est l'un de mes collaborateurs, venait de Bemboukuru, nous a rejoint et va nous aider à relever les choses parce que nous, on n'avait pas d'expérience. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà commencé quelques mouvements avec mon frère au niveau des catholiques, Tébissou. Mais c'est avec Senga qu'on a vraiment lancé des choses. Et l'arrivée de chef Komoui, chef Sio, avec un chef Ken, de Bemboukuru, va relancer quand même le mouvement à Yamoussoukro. Donc là, tout est parti et puis mon engagement a commencé. Je viens après Yamoussoukro, je suis rentré dans le bureau jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. Abidjan, j'intègre le groupe de ma Espérance, puisque j'habite la commune. Et là, je m'engage encore, je m'engage. Le Seigneur a fait les choses. Mon engagement était sûr de tout. Et vous pouvez remarquer, quand il y avait des activités, qu'elles soient nationales ou régionales ou divisionnaires, il y avait toujours ce nom qui résonnait, sinon. Je ne le faisais pas pour avoir un poste. Je ne le faisais pas pour avoir un titre.
je le faisais parce que j'aimais les choses. Et je le disais, je marchais de Luxembourg à Camille pour aller faire le mouvement. Je faisais un aller-retour. Parce que je fais pas le transport en son temps pour me rendre pour faire ce genre d'activité. Et même quand il y avait des rassemblements à Mourofé, je marchais à Mourofé. Ça, je le faisais régulièrement. Et donc, mon engagement est né de cette volonté. Et je pense que quand un scout vient par la volonté, il demeure. Et on sent ça en lui. Donc, qu'est-ce qui a mérité aussi à ma faveur pour la nomination au poste commissaire national? C'est une grâce. C'est pas plus grâce. Je pense que je ne suis pas le meilleur. Il y a plus talentueux, il y a plus aguerri, il y a plus compétent que moi. Mais c'est pas plus grâce. Le Seigneur m'a fait grâce parce que je me suis fait entourer de chefs qui ont su m'orienter. Je voudrais rendre hommage à notre premier responsable, lequel Yahoo Alphonse, qui très tôt m'a soutenu. Je me rappelle bien, quand j'étais encore divisionnaire, non, j'étais régional, après mon divisionnaire, pas à Boulot. Donc, il fallait trouver quelqu'un pour gérer la division de Abidjan 3. Automatiquement, le chef Émile, que je salue au passage, fait la proposition à notre ancien commissaire national qui est chef EFOI, qu'il fallait que ce soit signé. Naturellement, cette proposition vient de mon ancien divisionnaire porté par le chef Émile. Et le chef EFOI, il dit, je suis d'accord. On dit, mais chef, il n'est pas marié. Il m'appelle à son domicile. On échange. Il dit, chef, tu n'es pas marié. Mais, on m'a dit que tu prépares un master. J'ai dit oui. Il dit, je te nomme. Et puis, je te mets pas de pression. Ne cherche pas à te marier parce que tu es nommé. Continue tes études parce qu'on en a besoin. Et ça m'a forgé, ça m'a poussé à aller jusqu'au bout. Je peux dire, cet encouragement a fait que j'ai pu atteindre mon rêve qui était de faire un doctorat. Donc, ça cadre déjà avec le thème de l'émission. Oui, effectivement. Voilà. Et c'est aussi bon à savoir parce que ça démontre aussi la clairvoyance du commissaire Oufoué. Il faut le reconnaître. C'est un exemple et un modèle pour chacun de nous dans sa vision. C'est qu'il a déjà bâti même par rapport à l'association. Bien avant même qu'il ne cède la place du commissaire national. C'était déjà quelque chose de grand. Tout à fait. Et moi, comme je l'ai dit, j'étais connu à notre pré-badge. Mais il faut reconnaître que s'il y a l'une des choses qui marque et qui frappe lorsqu'on commence à te côtoyer, c'est, comme tu l'as dit, la passion et l'engagement. Dans le cas du pré-badge, c'est dans le cas des activités, puisque on avait des compétitions, on devait faire des répétitions, on devait s'organiser, et il y a eu la chefferie au niveau de la patrouille qui était comment ça, qui était tournante. Et donc il y a ces choses-là qui sont facilement perceptibles. Quand quelqu'un devient chef de patrouille, ne serait-ce que pour un jour, l'influence qu'il arrive à donner par son charisme à sa gestion de tant que chef, ben toutes ces choses-là tapent tout de suite à l'œil. Et moi, c'est clairement ce que j'ai remarqué dans nos premiers contacts. Et surtout aussi l'humilité, l'ouverture, la réception dans les oppositions, parce que je me rappelle qu'il y a eu quelques propositions que tu avais faites où presque tout le monde disait non, on ne veut pas, mais ça n'a pas éteint ta motivation. Contrairement à certains chefs qui, lorsqu'ils font des propositions qui sont pas reçues, se fâchent, se mettent à bouder et puis ne sont plus actifs. Ça a été vraiment l'une des choses qui m'a marqué dans notre premier contact, et ça jusqu'à aujourd'hui, j'ai ça encore en mémoire. Ça fait vraiment plaisir. Ah, mais merci chef. Allez, pour terminer avec le commissaire Oufoué, quand il me nomme, je travaille. Et vous m'avez dit dans la présentation, c'est vrai que actuellement j'ai laissé la responsabilité de scout universitaire, mais c'est grâce au commissaire Amakon Makon. D'accord. Qui était alors le premier responsable du scout universitaire au niveau de l'AEC. Donc, je travaille avec lui, après il me responsabilise. Et c'est là que le chef Amakon et moi, nous allons entretenir une relation vraiment très étroite. Donc, j'apprends de lui, je suis à son école jusqu'à ce que le premier bureau national où j'intègre, c'est le bureau du chef Émile. Je fais un mandat au chef Émile, vous connaissez la situation tous. Après, je reste encore pour le comité ad hoc
Et puis, à la fin, voilà, le commissaire Hamilton a été élu. Et il m'a pas nommé parce que je l'ai soutenu. Mais je pense que merci chef. Merci pour l'honneur. Et maintenant, en état du milieu, je parlais vraiment de la grâce. Le Seigneur m'a convaincu. Il m'a mis. Et on a encore beaucoup de fois à faire. Pour le moment, on essaie quand même d'être à la hauteur. C'est un peu moins difficile, avec quand même beaucoup de failles. Mais avec la grâce du Seigneur, nous pensons que nous y arrivons. D'accord, chef. Ça a été intéressant de te découvrir un peu comme ça, hein, de connaître un peu depuis ton parcours, depuis le début jusqu'à ce que tu sois aujourd'hui commissaire national à la formation. Le thème qu'on va aborder, c'est le scoutisme comme levier d'orientation professionnelle. Je pense que c'est un thème large, très large et aussi profond. Mais on va faire l'effort d'entrer dans, de décortiquer le mieux possible ce thème-là. Je veux savoir, tu as, dans ton explication, dit que tu étais déjà élève, étudiant, et après tu as intégré le scoutisme. Est-ce que il y a eu une différence nette qui s'est manifestée ou qui s'est produite avant ton intégration dans le scoutisme? Je dis dans ta manière de voir peut-être les choses, ton influence, ta motivation dans tes activités. En ce temps-là, tu étais encore étudiant. Est-ce que le scoutisme a apporté un plus? Oui, alors j'étais encore élève. D'accord. J'ai commencé le scoutisme en tant qu'éclaireur. Au niveau de aussi, bien sûr, en tant qu'éclaireur. Et là, mon engagement le scoutisme m'a permis aussi de changer ma manière de faire les choses. Pour ceux qui sont peut-être nés au sein des églises évangéliques, notamment Assemblée de Dieu, nous avons un mode de fonctionnement où on devient chrétien, pas par affinité, mais par lien de parenté. Donc, pourquoi je le dis, papa est chrétien, maman est chrétienne, l'enfant devient chrétien. Donc, devant l'école de dimanche, nous inculque les valeurs, mais au fond, on suit les parents sans toutefois prendre de décision. C'est pareil pour le scoutisme. Une fois qu'on fait le baptême, on se dit, tiens, je suis engagé à faire quelque chose. Donc, par moment, on commence à revoir nos comportements. Donc, le scoutisme est devenu pour moi comme un miroir. Dès que j'intègre le scoutisme, je me dis, ben tiens, je suis devenu scout. Donc, il y a des actions, si je les mène, est-ce que ça ne sera pas un choc? Est-ce que ça ne sera pas contre les principes scout? Est-ce que je vais pas me faire gouverner par mon chef? Est-ce que je ne serai pas un mauvais élément? Donc, du coup, le scoutisme devient pour moi comme un miroir. Je commence donc à soigner naturellement mes fréquentations, mon attitude, mon comportement. Je deviens peut-être un jeune, un peu, je l'ai dit, un peu sage, respectueux, parce que il y a des valeurs que je me dis qu'est-ce qu'on doit avoir. Quand on va au rassemblement, quand le chef vous parle de certaines valeurs, de certains comportements, discipline. La discipline, tu te dis, ben tiens, faudrait que je rentre quand même dans. Alors, c'est pas que avant le scoutisme, j'étais vraiment bien. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis resté vraiment très correct. J'ai aimé aussi diriger le leadership, tout ça bien avant le scoutisme, ça il faut le dire. Mais le scoutisme m'a apporté beaucoup. Donc, quand j'intègre le scoutisme, je comprends que vraiment une forte amélioration de mon ancien comportement. Je veux savoir, tu nous as dit que tu es enseignant, chercheur. Est-ce que il y a eu quelque part un moment où tu as senti que le scoutisme t'influençait ou t'aidait dans ta fonction professionnelle? Oui. Oui. Ça, il faut le dire clairement. Alors, dans même là, je voudrais essayer d'expliquer un peu même le thème de l'impact du scoutisme sur la vie professionnelle. Le scoutisme a clairement un impact sur la vie professionnelle. Mais tout part depuis la formation.
il est plus facile pour un chef qui est dans la vie professionnelle, un scout, qui a commencé ses formations depuis le bas âge. Donc, soit la meute, soit même éclaireur ou même routier. On est plus à l'aise et vous verrez que sera plus formé que quelqu'un qui est venu directement au scoutisme en tant qu'adulte, en tant que responsable. Qu'est-ce qui joue en sa faveur? Ce qui joue en sa faveur, c'est tout ce qu'on nous apprend depuis le bas âge au sein du scoutisme. La discipline, l'assiduité, la ponctualité. Mais chef, je vous dis, rappelez-vous, on a un petit truc qui fait du bruit, on appelle ça morse. Et vous prenez ça comme le nom de l'émission. La L morse. Ça veut dire que quand ça retentit, on doit être à l'heure. Mais depuis le bas âge, nous appelons ça scoutisme. C'est ce qu'on fait au travail. Il faut respecter l'heure au travail. On nous dit quoi? En Afrique, c'est l'heure africaine. L'heure africaine qui est l'état de l'Afrique. Le scoutisme a compris cela. Donc, l'assiduité, la ponctualité, le travail en équipe. C'est pas chez nous, il y a le système de patrouille. Quand on veut sanctionner, on ne sanctionne pas une individu. On sanctionne toute une patrouille pour dire, c'est lui qui a commis la faute, mais vous avez vu l'ennemi à réparer. Donc, vous comprenez que déjà, c'est lui qui a suivi la formation depuis la manche, on est très à l'aise quand il sort. Et, personnellement, à Korobo, aussi, d'ailleurs, partout, c'est pas seulement qu'à Korobo, je vais pas faire une fixation sur mes étudiants qui sont aussi formidables, mais quand même, il y a quand même certains qui sont un peu casse-tête. Et donc, par moment, dans le travail, c'est un peu compliqué, mais il faut avoir le sang-froid. Mais c'est ce qui se passe. Je me rappelle que dans ma formation de chef, quand j'ai affaire aux jeunes scouts, souvent, il y a beaucoup de casse-tête dedans. Mais comment est-ce que je les gère? Comment est-ce que je les gère? En respectant le code scout, en respectant l'honneur du jeune, en respectant j'allais dire les normes internationales, parce que nous, les chefs, nous sommes soumis aux normes, notamment la vie à la maltraitance. Oui. Mais comment vous faites concilier tout ça, et puis de là, sortir quelque chose pour imposer le respect? C'est ce que j'ai réussi à faire avec mes étudiants. C'est un livre, docteur Signo, il est celui-là, on sait que je suis très simple, mais rigoureux dans les choses. Quand je dis, messieurs, vous ne venez pas en tapette à l'école, vous ne venez pas en tapette. Je leur dis, vous ne venez pas en l'école à l'école, ils savent. Vous venez en l'école, vous faites mon classe. Et je me carrément dehors. Par contre, je ne vais pas le sanctionner juste parce que vous peut-être tapette ou l'école, mais je vais tout faire pour que vous compreniez l'importance de ces sanctions. Voici la différence entre moi et peut-être d'autres collègues. Mais pour moi, on ne sanctionne pas parce que pour sanctionner, on sanctionne parce qu'on veut amener quelqu'un à changer. Mais si la personne ne comprend pas pourquoi il est sanctionné, il va répéter toujours la même sanction, on fait la même faute. C'est vrai parce que malheureusement, dans certains cas, certaines personnes pourraient considérer la sanction comme une façon de s'imposer ou de s'affirmer. C'est pas juste. C'est pas juste. Et tel que tu l'expliques également, c'est clairement compréhensible. C'est-à-dire que dans ton entendement, et cela grâce au scoutisme, la sanction n'est pas une manière de t'imposer, une forme de dictature, c'est plutôt un enseignement. Un enseignement. Voilà. En tout cas, je pense que c'est clair et c'est bien dit. Je voudrais savoir, est-ce que, selon toi, moi j'allais dire, comment le scoutisme favorise le leadership ou la prise de responsabilité chez celui qui le pratique dans le domaine professionnel, bien sûr. Effectivement. Alors, chef, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, un chef scout, je prends un scout classique. Donc, il a fait les branches, il a fait son parcours normal. Déjà, même au niveau tout, dans l'organisation, on se doit d'inculquer le leadership. Alors, c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est la gestion. D'accord. La façon de diriger. Certains, c'est seulement qu'à diriger. Non. Le leadership, il y a deux volets. Il a dirigé, et puis il a accepté de servir. Donc, dans le leadership, il y a service, et puis il y a direction. D'accord.
on aura toujours de mauvais leaders lorsqu'ils pensent que le leader, c'est celui qui est toujours devant, pour diriger, et comment pour servir. Le leader, il sait diriger. C'est ce qu'on apprend au scoutisme. Le leader, déjà, on les organise en sixième. Et puis on dit, il n'y a pas que sixième. Le premier, il est six. Voilà. Mais il n'est pas le chef de tous les six parce qu'il est le patron ou bien le garant moral. Non. Il porte la voix des six. Et donc, il va défendre les six. Mais lui, qui est premier saisonnier, il a un responsable qui est au-dessus. Et lui, également, il a un autre responsable. C'est pratiquement la même chose, que ce soit la TOUC, avec le CP, avec le PCP, avec le CP. Ouais, c'est toute une organisation. Donc, si tu veux être le responsable, il faut apprendre à servir. Et les gens parlent pas de tous les gens aiment citer, c'est le cas de Jésus et Moïse. Jésus et Moïse étant le leader, Jésus étant le serviteur. Par contre, plus tard, après le passage de Moïse, Jésus prend la place. Donc, le serviteur, on passe à leader. Donc, quand Jésus commence à diriger, il a déjà le bon moyen. Service et diriger. C'est aussi simple que ça. Donc, aussi une entreprise, ou aussi un leadership, que ce soit communal, que ce soit communautaire ou encore en classe ou ailleurs, le jeune doit mettre en tête que être bon leader, c'est celui qui doit servir les autres. Être au service des autres. Être à l'écoute des autres. Accepter que celui que vous défendez là, en fait, le père de son lui. Vous faites ça pour lui. Vous êtes à son service. C'est plus important. Et, puisque au sein du scoutisme, on appelle ça comme je l'ai dit tout à l'heure, ça évite, du moins, ça forge le caractère de ce jeune. Donc, pas demain, il se retrouve au sein d'un groupe, facilement il est personnel. Facilement, il est détectable. Facilement, il est aimé. Facilement. Parce que, il arrive à continuer de deux éléments les plus importants. Naturellement, de leadership et la communication. La communication, c'est de faire passer ses idées. Mais les idées, on les conçoit comment? Au scoutisme, on dit, le chef, quand le chef prend la parole, il dit, est-ce que tu as consulté ta patrouille? Quand vous appelez les CP, quand ils arrivent, CP, qu'il faut parler, est-ce que tu as consulté ta patrouille? C'est fait en décès. C'est dit que dans le leadership, il faut toujours consulter son équipe. Le groupe qu'on est censé défendre, il faut consulter. Et puis, après consultation, on sort de là une idée centrale qui va résumer les attentes ou les appréhensions les uns des autres. D'accord. Au vu de ce que tu dis, est-ce qu'on peut clairement dire que c'est facile de déceler dans une entreprise peut-être deux personnes à la même fonction? Est-ce que c'est facile de déceler quelqu'un qui a une éducation scout qui lui permet de travailler par rapport à quelqu'un qui n'en a pas? Alors, moi, je suis pas chef d'entreprise, ça fait le dire clairement, mais pour des exemples ou des témoignages que j'ai pu observer ou entendre, c'est oui. Et il faut aussi dire aussi que dans la vie, dans tout métier, il y a le bon et puis il y a le mauvais. Donc, il y a le bon scout et puis il y a le mauvais scout. Donc, dans une entreprise, on peut retrouver un mauvais scout qui fait la honte du scoutisme au sein de l'entreprise. Et dans notre entreprise, on verra un bon scout qui fait la fête du scoutisme. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le scoutisme favorise la confiance en soi des personnes, de celui qui milite au sein d'une association scout dans son entreprise? Quand je parle de confiance en soi, je veux dire que peut-être que certaines personnes par rapport à un projet le voient peut-être un peu trop grand, disent que non, on peut pas. Mais lui, il a une certaine résilience, persévérance, une confiance en lui qui l'aide à ne pas avoir peur à première vue de certaines situations en entreprise. Oui. Vous savez. Si tu as un exemple par rapport à ça aussi. Peut-être un cas où une difficulté s'était présentée, certaines personnes pensaient que c'était carrément infranchissable, mais à cause des valeurs que tu as pu acquérir au scoutisme, tu t'es dit, bon, tentons le coup.
Bon, c'est vrai. Alors, on parle de la confiance en soi. Mais déjà, la confiance en soi, il faudra comprendre ce phénomène à partir de, de l'expression de la peur. Enlever la peur en soi. Vous savez, quand on était encore jeune, on partait au camp. La nuit, quand tu dors, même que tu es à la maison, quand tu dors la nuit, il n'y a pas la lumière. Tu as peur, tu as l'impression qu'il y a les revenants qui sont autour. Tu as l'impression que la nuit fait trop peur. Avec ça, on va en bus. Et quand on va en bus, tout de la nuit, le chef, c'est un rassemblement. Quand tu te dis, ici, le rassemblement, ce n'est pas au lieu du rassemblement. Il est ailleurs. Tu dois partir là-bas. Dans le noir. Dans le noir, chef. Tu braves cette distance avec ta torche, actuellement pour t'éclairer, et puis tu le rejoins. Souvent, le chef le fait, et puis il demande que ce soit toi seul que tu rejoins le rassemblement. Un autre exemple. C'est pas le meilleur d'ailleurs, pour nous les évangéliques, on condamne, c'est pourquoi on fait plus ça. Mais ailleurs, le chef va aussi il porte ma Bible, et puis le professeur tombe, et puis si le rassemblement, il dit, tout le monde, allez-y, tu arrives, voilà, il doit réfléchir là-bas, tu penses que c'est revenant. Et puis tu dis, non, va prendre quelque chose qu'on a laissé là-bas. C'est vrai que nos aînés des autres associations, par moment, on les a gelés, mais l'esprit, c'était d'extirper en nous cette peur. Braver la peur. Une fois que tu as bravé, tu as enlevé en toi la peur, rien ne t'effraie. Tu comprends que tu dois tout essayer. Tu comprends que tu dois avancer. Et aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, mais si tu n'as pas l'audace, tu peux pas. Quelqu'un me disait, mais tu as fait beaucoup d'investissements, ça n'a pas abouti. Oui, mais je suis pas découragé. Non. Je vais toujours, sauf que il faut pas investir parce qu'il faut investir. Il faut faire toujours des études. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Si tu trouves la solution, tu peux investir dans le même milieu. Mais si tu as toujours les mêmes blocages, en ce moment, change d'orientation. Donc, c'est ça aussi qu'on apprend que ce soit dans la vie active. Et le scoutisme, le code de la vie, nous apprend au quotidien des choses. Souvent, on a des valeurs qu'on arrive à acquérir facilement, pas à l'école. Souvent, même, c'est dans le comportement avec les autres. Ou bien c'est le témoignage, l'expérience de la vie qui nous donne d'autres éléments, d'autres valeurs. C'est pratiquement la même chose avec le scoutisme. Aujourd'hui, avec le scoutisme, quelqu'un qui arrive à se dépasser, mais vous voyez qu'il a suivi aussi des expériences que vous ne voyez pas forcément. Mais il y a eu des échecs derrière. Il y a eu des tentatives derrière. Mais il n'a pas vu son échec à un échec total, mais il a vu ça une tentative non réussite. Aussi simple que ça. C'est très intéressant parce que il y a souvent des activités scouts que malheureusement, ça c'est mon cas, certaines personnes préfèrent éviter, mais qui ont une portée tellement forte. Moi, je prends le cas de notre marche de nuit. Tu peux t'en rappeler. Et tu te rappelles, j'avais mal au j'arrivais plus. Mais, et je sais que la veille, parce que le mal avait commencé la veille dans l'une de nos répétitions de patrouille. Et le directeur de camp, en ce temps-là, je me rappelle plus c'était quel chef. Chef, ok, effectivement, m'a vu quand je suis allé à l'infirmerie. Il m'a dit, mais toi, tu seras disqualifié, hein. Et pourtant, c'était tellement dans ma tête, je me suis dit, je peux pas venir à ce camp-là sans aller à la marche de nuit. Donc ça, c'est comme si j'ai rien fait. Donc, tout le reste du camp, j'ai tenu à marcher droit. Parce qu'il m'observait. Si je boitillais un peu, il allait me régaler. Donc j'ai tout fait à marcher droit. Quelques heures avant la marche, il m'a appelé pour vérifier mon pied, taper, tout ça. Il dit, non, chef, ça va. Tu es sûr, ça va? Ok, bon, d'accord. Donc, tu pourras partir. Et j'ai fait exprès, on a marché pratiquement 5 ou 6 kilomètres, hein, où je tenais. Et puis, à un moment, il a craqué. Je pouvais plus. Mais, l'effort que ça m'a amené à faire pour aller jusqu'à, je crois, on a fait 50 combien de kilomètres? 56 kilomètres. 56 kilomètres. L'effort que j'ai fait pour parcourir les 56 kilomètres là. À pied. Avec mon genou enflé. Mais
bon, on se rend pas souvent compte, mais l'effort ou la résilience, surtout le côté moral, la force que ça demande, forcément, ça va te servir dans presque tout ce que tu fais. Donc, ça fait que on lâche pas l'affaire aussi facilement, comme tu l'as dit. Et en dehors du fait que peut-être certaines orientations ne sont pas bonnes, mais en tout cas, on a toujours en nous cette force-là d'affronter tout ce qui se présente devant nous. Ouais, chef, merci. Tu as pris un exemple qui est vraiment, j'allais dire, idéal. La vie en société ou la vie en entreprise, c'est pratiquement les mêmes choses qu'un parcours de combattant ou un match de nuit. Pourquoi est-ce que nous faisons la match de nuit au pré-match? Je pense qu'à une autre émission, on va développer quand ça sera orienté sur la formation. Mais regardez l'importance de la match de nuit. La match de nuit décrit plusieurs aspects de la vie. On commence avec quoi? On sort du camp en chantant, tout heureux. On va quelque part. On commence avec de l'énergie. Parce que là, on a fini de manger il n'y a pas longtemps, on te fait le camp, on s'est amusé, on a pris notre paquetage, on se suit, et puis on marche, on s'en va. À un moment donné, on s'arrête, on fait une petite pause de méditation. Pourquoi c'est important? Parce que il faut marcher toujours avec Christ. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Quelle est la force qu'il faut? Nous tirons notre puissance ou notre force. Vous avez la Bible. On fait une pause pour méditer. Mais en plus de la méditation, on fait aussi une pause pour méditer sur notre vie personnelle. Tu t'assois quelques minutes, tu réfléchis à ta vie. Et puis après, tu continues. À un moment donné, tu es fatigué. Quand tu es fatigué, tu dois abandonner? Non. Tu te relèves, tu te reposes un peu, tu répètes, tu avances. C'est la même chose. Même la vie au sein d'une entreprise. Une entreprise, elle naît après sa création. Elle vit avec le développement que nous faisons au sein. Et puis, l'entreprise peut disparaître un jour. Toi-même, tu peux être dans l'entreprise. Mais il y a tout un parcours. Dans l'entreprise, il y a des situations où souvent tu es grondé, où souvent tu es attaqué, où tu vas même l'entraînement de prendre un coup, on doit vous défoncer. Il y a tous ces éléments difficiles dans la vie. Et on nous apprend déjà à surmonter ces éléments. Donc, la solution, pour nous les chrétiens, c'est d'abord de se tourner vers Dieu, mais le scoutisme nous donne cette manière-là d'être agréé, d'être, j'allais dire, combatif, et puis d'être un bon combattant. D'accord. Et je me suis toujours demandé, si ça a été peut-être le cas pour toi, tu nous le diras, est-ce que le fait de militer dans le scoutisme peut aider un jeune à mieux s'orienter professionnellement? Alors, je dis oui. D'accord. La réponse est la simple. Au sein du scoutisme, le scoutisme est comme une école où on peut exprimer son talent. On peut exprimer clairement son talent. Je connais un jeune, l'un de mes jeunes que j'ai formé. Je suis fier de lui, mais il a aimé l'armée à partir du scoutisme. D'accord. Et c'est ce que l'élément déclencheur de son amour, c'est l'ambiance. L'animation. On aime tellement l'ambiance, on aime tellement l'animation scout, qu'il s'est dit, il doit faire l'armée. Parce que après le scoutisme, le seul lieu où on peut continuer cette animation, ressentir tout ça, c'est dans l'armée. Il me disait même, notre président disait que il aime beaucoup le forêt, parce qu'il a fait un classement. Le forêt premier, gendarme deuxième, parce qu'il dit que quand le forêt chante, il sent la vivacité. Il sent, pour ceux qui sont de bons musiciens, il sent le risque qu'il faut, tout ça. Mais bon, c'est son choix. Mais c'est le scoutisme qui l'a inspiré à prendre cette orientation. Il y a d'autres personnes qui, au sein du scoutisme, ils ont découvert qu'ils sont de bons cuisiniers. D'accord. Parce qu'au camp, ils ont préparé à la maison. Souvent, ils n'avaient pas à détecter ce talent. Mais ils ont réussi à faire ces exploits-là à des camps. D'autres, c'est le sécurisme. Ils ont compris que, juste au camp, le fait de masser, le fait de faire certaines choses, ils ont réussi aujourd'hui à développer en eux
cet esprit de secouriste. Donc, ils arrivent à aider facilement les gens dans leur traitement. Et puis, bon, ils ont embrassé facilement le chemin de la médecine. Donc, tout est possible. Voilà. Personnellement, bon, je ne vous dis pas que c'est ce qui a fait expatrié à l'école. Voilà. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de choses au sein du scoutisme qui m'ont aidé aussi à m'intégrer dans ma vie professionnelle. Intéressant, ça répond en même temps à la question que j'allais te poser maintenant, hein, qui était de savoir est-ce qu'il y a certaines activités scouts en particulier qui peuvent permettre de réveiller ou d'extérioriser certaines compétences particulières chez quelqu'un, chez un scout, qui allait l'aider dans le domaine professionnel. Mais je pense que... Oui, chef, je l'ai dit, et puis au sein du scoutisme, tout est pris en compte. Il y a ce qu'on appelle les classes, et puis il y a ce qu'on appelle les degrés. Ce sont des petits éléments sur lesquels les chefs travaillent pour qu'on puisse détecter des valeurs, des qualités chez quelqu'un. Voilà, on dit, bon, le chef, il est très bon en animation, on sait que c'est un bon animateur, il sait animer le groupe, ou encore le chef, on sent que sa vie spirituelle est très engagée. Et puis, un autre élément, chef, je suis convaincu à certains, tu es devenu pasteur là, c'est grâce au scoutisme. Oui. C'est quand on vient au camp, on est même pas responsable spirituel. Il va te réveiller le moment pour vous, il va faire une perception, il va quand ils sont là, c'est ce qu'on appelle le clé. Voilà. Je veux qu'on parle un peu des vocations. Mm-hmm. Est-ce que le scoutisme peut éveiller des vocations qui peuvent aider certaines personnes dans leur fonction? Ah, oui. Il faut le dire clairement. Et je pense que ça répond déjà à la question précédente. Oui. Donc, c'est affirmatif. C'est intéressant. Maintenant, est-ce que les acquisitions professionnelles peuvent, à l'inverse, hein, puisque depuis, on parle de ce que le scoutisme peut apporter à celui qui est dans ses fonctions professionnelles. C'est ça. Mais est-ce que on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire transférer certaines compétences professionnelles qui sont pas forcément mises en éveil à bien la lumière dans le scoutisme, ou bien peut-être qu'elles sont mises en lumière, mais qu'on a appris d'abord dans le domaine professionnel avant. Est-ce qu'on peut transférer ces compétences-là ou ces différents domaines-là dans le scoutisme? Alors, je dirais que oui. Mais faisons très attention. Le scoutisme, c'est déjà un tout, qui est déjà bien structuré, bien organisé. Cependant, le scoutisme est aussi évolutif. Autant de Baden-Powell, qui est le fondateur du scoutisme, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de LIA. On suppose que ce sont des chefs scouts qui sont entrés en entreprise, qui ont pu, qu'est-ce que je veux dire, se doter de cette formation, qui en retour partager la formation à leurs jeunes. Donc, c'est vice-versa. Mais je disais, attention, parce que on ne doit pas mettre toutes les valeurs dans le scoutisme. Mais malheureusement, c'est ce qui est. Je dis de malheureusement, parce que le scoutisme, c'est un tout. Donc, celui qui a des orientations particulières, il doit être aussi au scoutisme. C'est pas ouvrir au scoutisme, actuellement, sans blesser qui que ce soit. Toutes les orientations sexuelles sont au sein du scoutisme. Toutes les orientations sexuelles. C'est vrai qu'au niveau des scouts évangéliques, nous sommes condamnés à respecter la doctrine de l'Église. Donc, à ce niveau, on ne voit pas toutes les orientations sexuelles. On voit les orientations sexuelles recommandées ou s'appuient sur la doctrine de l'Église. Mais, de façon générale, vous voyez que toutes les orientations sexuelles sont à l'intérieur. Vous voyez que toutes les activités professionnelles, on va intégrer, donc, quelqu'un qui participe à une activité professionnelle, peut intégrer le scoutisme, sans problème. Parce que, effectivement, le scoutisme apporte, mais aussi, on peut apporter au scoutisme certaines valeurs. Et je suis sûr que, toi, tu en as un exemple. Tu te rends compte que tu t'appuies sur tes connaissances professionnelles pour apporter un plus. On prend le cas des corrections des TBR. Vous voyez, au sein des aussi, on a changé des formulaires.
Maintenant, comme comédien TB, avec le chef à Boacon, on a commencé l'espérance avec le chef à Boacon. Et quand le chef à Boacon me fait la grâce de me nommer, il rapporte un plus. Ce qu'on apporte, c'est quoi? Maintenant, le conseil TB est suivi d'une fiche d'évaluation. Vous savez, où il était inspiré? C'est ma vie professionnelle. Quand un enseignant-chercheur qui évolue à l'international doit écrire des articles. Et ces articles, on les publie dans les revues. Donc, quand vous écrivez un article, nous envoyons une revue. La revue envoie des experts pour correction. Et les experts, après correction, ils ont sorti une fiche d'évaluation. Ils vous diront, votre article là, il est bon, il est moins bon, il est très bon. Et votre article là, il manque en français, à tel point, votre article manque en objectif, manque en intérêt, ou bien, donc, on finit de faire une synthèse, on va avoir votre fiche d'évaluation, plus votre article. Vous avez la fiche d'évaluation, vous pouvez les éléments apportés. Mais c'est parmi la vie professionnelle que j'étais inspiré et j'ai dit, ben tiens, dès l'instant qu'on fait maintenant les TD, dans les TD, sont un peu comme un article qu'on envoie. Alors, pourquoi ne pas ajouter? Donc, voilà quelque chose de bien que j'ai pu prendre dans ma vie professionnelle pour l'insérer au scoutisme. Ce qui fait que ça marche très bien. Quand je vais sur Facebook, je vois une division un peu d'une activité. C'est un peu pour la formation. Quand je ne suis pas informé, qu'est-ce que je fais, chef? Je l'appelle. Chef, le décisionnaire ou celui qui mène l'activité. Oui, chef, l'activité a été validée. Il dit, bon, ok, envoie-moi juste la fiche d'évaluation. On envoie la fiche d'évaluation. Si je me rends compte que ça ne vient pas du chômage, je dis non, cette activité, je ne la reconnais pas. Parce que cette fiche d'évaluation a été trafiquée ou utilisée. Mais jusqu'à présent, Dieu merci que, pour le moment, quand la fiche d'évaluation ne veut pas de nom, les chefs ne disent pas que ça vient d'ailleurs. Ils reconnaissent que ils n'ont pas suivi le résultat. Et donc, ils sont sanctionnés pour ça. Voilà. D'accord. On connaît tous l'environnement du travail. Hein. On sait que c'est un environnement dans lequel on est très facilement influençable. C'est dit que on peut arriver avec des valeurs, des principes, et quand on commence à côtoyer un collègue, parce qu'en général, à l'entreprise, on bosse avec les collègues qui ont plutôt, à la fin de la journée, non, prenons-nous dans un after work, on voit que c'est un peu la routine de l'entreprise. C'est souvent difficile de s'isoler. Isoler, c'est trop dit, mais je veux dire de ne pas suivre la même routine que les autres, parce que bon, on se dit peut-être que les autres vont penser on se veut se croire, mais les autres, est-ce que quelque part, la fermeté, les valeurs claires qu'enseigne le scoutisme à son élément peuvent l'aider à pouvoir rester lui-même, j'allais dire, ou bien rester fidèle à ses valeurs, ses principes dans cet environnement professionnel là où on est facilement manipulable? Oui, je l'ai dit, oui, chef. Mais, pour apporter un peu de précision, un scout, en ce qui concerne là aussi, un scout évangélique, et puis fondement, la Bible. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un scout évangélique faire la promotion d'une valeur qui n'est pas biblique. Non. Et nous pensons que tout ce qui est comme valeur de la société relève de la Bible. Donc, comme nos valeurs vraiment, valeurs morales, relève de la Bible, c'est un problème. Donc, nous le laissons. Cependant, lorsque tu es scout, tu es dans une entreprise, le travail d'équipe là, c'est de se frotter aux autres. Si tu commences déjà à faire des restrictions, tu ne seras pas un bon leader de l'entreprise. Si tu commences déjà à montrer que tu es parfait, ils sont imparfaits, ils sont fautifs, et toi tu es juste, il y a une barrière. Une barrière. Tu ne vas pas réussir dans cette entreprise. Le mieux, c'est que tu démissionnes pour aller dans une entreprise où tu vas te sentir plus à l'aise. Mais ton comportement peut nous amener à changer. Ton rapprochement avec eux peut nous amener à changer. Je suis pas en 4-5. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas un péché. C'est un moment de détente. C'est un moment de vivre ensemble. Et je vous dis qu'en entreprise, souvent on se dit, mon cher, la vie là, elle se résume à ce qu'elle est là. Demain, tu es mort, tu es mort. C'est comme ça qu'on conçoit les choses.
Donc, toi qui es chrétien, toi qui es scout chrétien évangélique, quand tu le côtoies, il y avait un after-work. Ok, tu vois ton after-work. Ton comportement, c'est le after-work va déterminer la suite. Quand vous êtes assis ensemble, et il y a des sujets que vous abordez, comme l'orientation que tu donnes, ou bien ce que tu dis. Quand ils sortent de là, tu dis, oh, là, dans le pire que nous. Mais quand tu t'assois avec eux, et il y a des propos que tu tiens, qui sont vraiment maîtrisés, qui sont vraiment catholiques. Quand ils sortent de là, ils commencent à t'accorder un respect. Tu t'es pas éloigné d'eux, tu t'es mis avec eux. Et puis tu commences aussi à imposer, toi, ta manière de faire. Ta vision des choses. Si tu es invité hier à After Work, ok. Toi aussi, tu peux m'inviter chez toi à la maison. Tu peux m'inviter aussi ailleurs, à des activités, à l'église. Si tu es invité à After Work, tu es parti. Moi aussi, tu es invité ailleurs. Donc, je veux dire, tout est dans la manière, tout est dans la sagesse. Le scout, c'est pas celui qui doit dégoûter les autres. Le vivre ensemble, c'est important. Et quand on veut être le leader, c'est qui? C'est celui qui prend tout le monde. On ne trie pas. Dans l'entreprise, on ne tira pas. Tous ceux qui font after work, c'est pas le leader. Tous ceux qui font pas after work, c'est pas le leader. C'est pas possible, cher frère. Quand tu veux diriger une équipe, c'est tout le monde. Tu diriges tout le monde, y compris les émotions, y compris les compétences, y compris les failles, les manquements. C'est tout ça que on doit gérer. C'est pour cela, au dernier stage de formation, j'ai pris, d'ailleurs, je veux rendre hommage, c'est pour cela que j'ai porté ce foulard, qui est notre dernier stage de formation qu'on appelle Badge de Bois, qui a eu lieu à Bengansouche en 2025, 2025. C'est ce foulard qui était le foulard choisi pour cette promotion. Donc, je voulais rendre hommage, c'est pour ça que j'ai porté ce foulard aujourd'hui. Mais à ce point, je disais aux gens, il est plus facile pour un ouvrier, pour un berger, de prendre un bâton, de conduire tout un que pour un humain, pour diriger juste 5 personnes. Parce que pour 5 personnes, il faut 5 bâtons. Pour 8 personnes, il faut 10 bâtons. Parce que chaque bâton est spécifique à un homme. Et c'est ça la réalité. Donc, le leader, il doit savoir prendre tout le monde. Et le scout doit marcher avec la sagesse. C'est de la sagesse qui peut faire comprendre aux autres que oui, c'est bon, mais voici la priorité. C'est pas un problème, mais ce n'est pas nécessaire. Aussi, c'est bon, mais on peut faire comme ça. Et puis, vous donnez aussi l'occasion aux autres de pouvoir s'exprimer. Si vous commencez à montrer que c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui êtes la solution, je vous assure que c'est pas évident. On va vous exploiter dans un temps. On a petite erreur, vous entendez cette phrase. Il n'a pas dit celui qui est fort. Effectivement. Il n'a pas dit celui qui dit, mais en fait, c'est parce que vous n'avez pas réussi à vous intégrer. Et souvent, on va sur Facebook, les gens mettent en entreprise, il y a une hypocrisie. Non. En fait, vous n'avez pas su vous intégrer. Vous avez plutôt choisi le modèle, vous êtes plus fort que. Vous avez plutôt choisi le modèle, vous êtes meilleur que. Vous avez plutôt choisi le modèle que vous pouvez faire. Mais si vous avez plutôt choisi le modèle de, on peut faire ensemble. Moi, et puis on avance. Demain, il ne dira pas qu'il n'a pas dit peu, parce que je me reconnais dans sa victoire. C'est simple que ça. C'est intéressant. Et je retiens de tout ça, surtout le mot sagesse. Il faut avoir cette sagesse-là, de pouvoir savoir comment gérer ce genre de situations. Et ça colle aussi, on le dit que le scout est ami et frère de tous, pas seulement nos scouts. C'est dit que peu importe le bord, mais si on tombe en entreprise avec des gens, même qui ne sont même pas de la même religion que nous, on ne va pas faire de distinction ou de mettre une barrière, un blocage entre eux et nous par rapport à ça. Alors, d'après toi, chef, est-ce que la notion d'avoir été pratiquant ou d'être pratiquant scout peut aider quelqu'un si c'est précisé, par exemple, dans son CV? À avoir un travail, par exemple. Est-ce que ça peut militer en sa faveur? Je prends 2 cas. Hein. Le cas où le responsable de l'entreprise ou le DRH est scout.
Et puis le cas où il n'est pas scout, dans l'un dans l'autre, est-ce que ça peut jouer à sa faveur? S'il est scout, ça c'est un acquis. Ouais. S'il n'est pas scout, ça va dépendre. S'il n'est pas scout, qu'il a une connaissance sur le scoutisme, qu'il reconnaît la valeur du scoutisme, ça va jouer. Pour l'analyse que je voulais apporter encore, je préparais des dossiers. Pour ceux qui savent, les enseignants sont évalués à l'international, puis les enseignants chercheurs. Et je préparais mon dossier, et puis on me demande tes responsabilités. Donc, quand tu es responsable de ton université, tu mentionnes. Et puis on demande autre responsabilité. Et puis, c'est précisé, genre extra universitaire. Je réfléchis. Je suis pas chef d'entreprise. Je suis pas ministre dans une entreprise aussi. Qu'est-ce que je vais mettre? Et puis, j'ai mon collègue qui dit, mais toi, tu le père, c'est même à l'université, on m'appelle le Caire. Le Caire, toi, tu le connaissais? Et puis, en bas, oui, le premier responsable, au niveau de notre institution, qui gère la question de formation extérieure, il dit, est-ce que tu as un papier qui prouve, oui, je suis responsable à la formation, que j'ai un statut de commissaire national adjoint, en charge de la formation. Donc, ce qui fait de moi le commissaire national à la formation. Il dit, non, mais écoutez, il faut mettre ça dedans. Donc, j'ai compris que le scoutisme peut aider. Effectivement. Et même mes CV, chaque fois que je fais un CV, je mets en bas, quand on demande les compétences extra, là, les atouts, c'est ça, c'est le thème, les atouts, voilà. Je mets sportif, aime le sport, aime la musique. Mais je mets toujours en bas, amoureux de la nature, chef scout. Je précise toujours que je suis responsable scout, je mets responsable scout, amoureux de la nature. Et ça compte très bien, frère. C'est pour cela que je dis au chef, je dis à nos jeunes, quand vous êtes dans le scoutisme, engagez-vous réellement. Le scoutisme, si vous le venez par amour, vous pratiquez le scoutisme par amour, je vous assure que vous devenez très bon scout. Mais si vous venez juste, à une question de grade, on veut être militaire, on ne va pas être militaire, donc le scoutisme devient idéal pour pratiquer ce qu'on veut. Souvent, ça peut marcher quand on accepte que c'est pas vocation, mais quand on n'est pas correct dans les choses, ça peut pas marcher. On demande un mauvais chef. Et d'ailleurs, nous le voulons dire. Moi, j'étais scout là-bas, hein. Je suis là, ton tenue. Et puis, vous savez, bonjour, monsieur. Ah, moi, j'étais scout, hein. Donc, on t'a dit, moi, j'étais scout. En fait, c'était passager pour lui. Il n'a pas vu ça, qui peut prendre toute sa vie, non. Il a vu un passe-temps. C'est juste un moment. Je peux m'amuser avec ça. Je change de passe-temps, c'est fini. Pour nous, le scoutisme, c'est la vie. On vit, on est toujours scout. C'est vrai qu'on ne pourra plus faire les malais, mais on pourra toujours, les gens pour orienter, pour conduire, apporter notre expertise. Voilà. Est-ce qu'un chef peut aider son élément dans son orientation professionnelle? Je dis que peut-être qu'il a connu l'élément depuis puis qu'il est éclaireur, après il est monté à la route, il a atteint peut-être les 18 ans, ou maintenant il veut, il a fini avec le BTS, tout ça, il veut maintenant intégrer une entreprise. D'abord même dans le choix et les sélections. Est-ce que quelque part un chef scout peut peut-être après avoir décelé quelque chose chez l'élément, l'aider en tout cas, le conseiller, je pense que c'est ce qui serait mieux. Est-ce qu'il peut le conseiller par rapport à son œil de chef scout qui a vu peut-être l'évolution de la progression de l'enfant dans le mouvement, lui dit que tel que je t'ai vu, selon ta manière de te comporter, ta raison de gérer les différentes étapes de progression, peut-être qu'il lui a donné quelques responsabilités au sein de son équipe, de sa patrouille. Quand je décèle tout ça, je pense que tu serais mieux dans tel domaine, pas forcément un travail précis, mais tel domaine colle bien avec toi ou tel autre. Oui, alors, à ce niveau, il faut dire que chaque chef a une qualité qui n'est pas forcément pareille avec un autre chef. Il y a ces chefs, quand vous les regardez, ce sont de bons conseillers. Ce sont de bons conseillers, même pédagogiques, oui. Certainement parce que c'est leur milieu,
Il y a d'autres chefs, vous voyez, ils sont très bons dans la formation physique. Très bons dans la formation physique. Ça, c'est parce que lui, il est sportif ou encore il avait. Et puis, il y a d'autres, ils sont très bons dans la formation éducative. Donc, chacun a quand même spécifié qu'on ne retrouve pas forcément chez l'autre. Donc, et puis arriver qu'un chef qui est très bon, un très bon conseiller pédagogique arrive à détecter chez un jeune certains atouts ou certaines compétences. Et par expérience ou encore par rapport à certaines réalités, il peut conseiller à ce dernier-là de suivre tel parcours. Et je pense que ça sera bénéfique pour lui. Mais ce n'est pas une règle qui dit le chef scout doit mener le jeune est libre de choisir son parcours. Mais le chef peut le dire. Et c'est aussi ça le rôle du chef. C'est d'apporter à l'élément la confiance en soi. Parce que quand l'élément s'en rend compte, ou le jeune s'en rend compte, que à partir de telle chose, j'ai la compétence, j'ai la qualité. Et que, aujourd'hui, vous savez, la question des concours, c'est quand même problématique. On peut lancer un concours, 10 000 personnes, et puis on prend à peine 1000. C'est tout problématique. Donc, les gens sont en train d'explorer la question de entrepreneuriat. Donc, le chef peut voir un jeune scout qui passe tout son temps à dessiner. Quand on va au camp, c'est lui qui décore le mât, la place d'armes. C'est lui qui, même quand on fait les compétitions des sous-camps, quand on parle dans les sous-camps, c'est tout bien décoré. Mais le chef peut détecter quelque chose dans ce dernier et dire, écoute, voici un métier qui peut te rapporter. Il faut voir comment tu peux t'organiser. L'accompagner peut-être financièrement, ou bien l'accompagner logiquement en le mettant en contact avec certaines personnes, et puis bon, c'est parti. Donc, je vais dire, tout est possible. Tout est possible. Et puis, le scoutisme aussi doit être un réseau. Peut-être un vrai réseautage. Et ça, c'est l'une des valeurs, non pas l'une des valeurs, c'est l'un des principes que je me suis attribué. Pour moi, on doit faire du scoutisme un réseautage. De telle sorte que, quand je suis dans tel domaine, j'arrive à intégrer le scoutisme grâce à telle personne. Voilà. Le réseau, actuellement, c'est très important. Hein. Ah oui. Donc, pratiquement tous les domaines, on parle de réseau et c'est très important. Je veux savoir, est-ce que une situation pareille s'est déjà présentée à toi? Je veux dire, un cas où tu as coaché un élément, un éclaireur, un routier, n'importe, et qui demain, sous tes conseils ou peut-être les recommandations, sans aucune obligation, les recommandations que tu lui as faites, l'ont aidé aujourd'hui à s'insérer professionnellement. Je veux pas être prétentieux, bien sûr que oui. Je vais pas peut-être m'attribuer la paternité des choix, mais surtout quand j'étais encore responsable de l'école universitaire, après le bac, il y a des étudiants qui m'appelaient, enfin des nouveaux bacheliers, c'était pas étudiants. Ah, chef, je veux faire tel domaine, qu'en est-il? Même l'année passée, en tant que formateur, il y a certains bacheliers qui m'ont appelé, je donnais mon avis. Il y a certains pasteurs qui m'ont appelé, ah chef, tu es dans tel domaine, écoute, ma fille veut faire telle chose, qu'est-ce que tu en dis? Je donne juste mon idée. C'est à eux maintenant de faire le choix. Pour ceux qui ont peut-être 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, que j'ai demandé, bon, voici telle matière que vous pouvez explorer, aujourd'hui, ils s'en sortent. Je suis content. Il y a aussi quand même certains qui traînent encore les pas. Mais bon, tout est une question de la grâce du Seigneur. Donc, je vais dire que je suis quand même heureux. Quand je regarde dans mon parcours, certains jeunes que j'ai pu coacher. Je prendrai toujours le cas de la division 3, ma division. Vous savez, c'est une division que j'ai vu naître parce que j'ai été chef de groupe. J'ai été secteur, j'ai été
district, j'ai été régional, j'ai été divisionnaire. Donc, vous voyez que j'ai suivi toute l'évolution. Et c'était toujours le même espace qui était district, qui devait division, Mais vous comprenez que les mêmes personnes là, je les maîtrisais, non? Parce qu'il y avait une familiarité. Donc, je connais certains que j'ai pris hier, aujourd'hui, ils sont assis à table de roi, je dis ça comme ça, et je suis vraiment content d'eux, je suis vraiment fier d'eux. Et un leader qui n'arrive pas à donner une visibilité à ses collaborateurs est un mauvais leader. Un mauvais leader. Puis moi, on évolue ensemble. Mon étoile, j'ai toujours pris ça, surtout à l'université, quand je fais réunion avec les délégués, je leur dis ceci. Appuyez l'interrupteur. Ils appuient, l'ampoule s'allume. Ok. Je mets une deuxième ampoule. Appuyez l'interrupteur. La deuxième ampoule s'allume. Je leur pose la question. Est-ce que la première ampoule est éteinte parce que la deuxième ampoule était allumée? Ils disent non. Qu'est-ce que ça fait? C'est venu à éclairer davantage. Chers frères, chacun a une leadership qui doit éclairer le monde. Pourquoi éteindre pour toi, pour que ça reste seulement que pour moi? C'est de l'égoïsme. Ça, ce n'est pas mon dada pour dire un peu comme les gens. Pour moi, on peut évoluer ensemble. Donc, on peut se donner la visibilité ensemble. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et je veux dire, pour Dieu merci, tu as déjà eu ce genre de cas-là. Pour exemple, en tant que chef expérimenté, je peux le dire, tu totalises plus de 19 ans de pratique. Quels sont les éléments, d'après les cas que tu as eu, qui t'ont aidé, par exemple, à dire que je pense que celui-là serait mieux dans tel domaine. Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, souvent, on s'appuie sur des éléments. D'abord, il y a le contexte social. On regarde dans le contexte social, il y a des filières qui sont, en guillemets, abandonnées. D'accord. Et puis, il y en a d'autres qui sont en exploration. Donc, tu te dis, c'est maintenant, ils sont en train de chercher, ils sont en train de checker pour voir. Et il y a d'autres qui sont déjà installés, mais qui sont en train de prospérer. Donc, c'est tout ça qu'on regarde. Et quand tu vois un jeune qui arrive dans le bac, peut-être à 18 ans, 19 ans, celui-là, je dis qu'il a un peu de temps. Par contre, quelqu'un qui est arrivé après 23 ans, normalement, le bac, c'est 23 ans pour être à l'université. Il m'a fait grande école après 23 ans. Fait grande école. Donc, il doit reprendre tout le processus à zéro pour quelque chose qui n'est pas bien formalisé, c'est un peu plus difficile pour lui. Mais il y a aussi, ça c'est un élément, donc l'élément du contexte social. Et puis, il y a la compétence même du jeune lui-même. Je vous avoue que je le dis même à un grand frère, juste par message, quand il m'envoie un message, je lui dis, tu peux être un bon enseignant. Il dit, ah bon, il dit oui. Juste par message. Quand il m'écrit des messages, on échange. Il dit, tu peux être un très bon enseignant. Qu'est-ce que tu as décidé là? Parce que dans ces messages, quand il m'envoie les messages, quand l'écran s'écrit, il fait un nom de faute. D'accord. Et souvent, je fais exprès pour lui poser des questions d'incompréhension, si vous voulez. Et j'attends qu'il me réponde. La manière qu'il donne l'explication, c'est comme s'il avait reçu une formation pédagogique. On arrive à expliquer dans notre jargon, en français terre à terre. Et je comprends facilement ce qu'il veut dire. Mais l'école, c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est la manière de donner, de penser. Donc, si cette pédagogie est bien perçue, là, c'est simple. Tu sais, un très bon enseignant. C'est vrai qu'il n'y a pas que la pédagogie, mais il y a la pédagogie. On aime se faire beaucoup. Quand je vois ça, je me dis, mais écoute, tu peux. Donc, c'est comme ça, souvent, on regarde, quand on va au camp, on regarde, c'est un chef. On dit, tiens, tu es secrétaire du camp. Chef, quand on sort du camp, quand toi, tu es le chef du camp, tu regardes, tu lis son rapport. Tu détectes facilement quelque chose en lui. Et souvent, et je suis convaincu que dans ton expérience, ça sera pour vous, souvent, tu nommes ce dernier-là à un poste de responsabilité juste après le camp. Parce que le camp, il a fait ses preuves.
Aucun, il t'a convaincu. L'autre, c'est parce que tu l'as mené comme secrétaire, soit parce que tu étais prisonnier sa gestion. J'ai fait un cas où il n'a pas eu de pets, où il n'a pas eu de manque de nourriture. Tout était bien géré. Quand vous sortez de là, Porte les restes. oui, il y a même eu un reste, tout ça. Dites, mais celle-là, elle est bien parce que on a tellement bien géré le temps et un côté de l'indépendance. Donc, voici des éléments comme ça qui peuvent vous amener à dire à quelqu'un, eh oui, mais écoute, tu fais quoi dans la vie? Et on sait que j'ai mon bac. Moi, je propose que si tu as le bac, tu t'orientes en comptabilité. Est-ce que tu aimes la comptabilité? Le chef, bon, mais toi, tu veux faire quoi? Parce que le chef doit aller toujours sur la base de ce que le jeune veut faire. Quand le jeune qui dit, je veux faire la comptabilité. Non, moi, je veux être ceci, cela. C'est important de voir tous ces éléments. Et puis, vous regardez, et puis en fonction, vous discutez avec lui. Mais la comptabilité, voici les difficultés qui t'attendent. Cependant, voici tes atouts. Tu peux les surmonter assez facile. Il est très à l'aise. Juste une dernière question avant d'entamer le dernier volet. Est-ce que tu penses que, puisque tu es au commissariat national, c'est possible pour nous, en tant que scouts, d'organiser des formes de journée carrière pour amener, soit, parce que ça c'est l'une des beautés chez nous, et moi, ça, je le vois dans presque toutes les divisions. On célèbre très souvent ceux qui viennent d'avoir le bac. Félicitations. Souvent, ça passe sur Internet. Est-ce que l'organisation, par exemple, d'une journée carrière, plan national, dans ce sens, ça pourrait aider certains jeunes dans leur orientation et permettre à certains d'avoir un face-à-face, je vais dire ça comme ça, avec des personnes comme toi ou d'autres chefs qui ont une certaine expérience dans certains domaines professionnels, de pouvoir les aider à s'orienter professionnellement? Oui, c'est possible. Je pense que déjà, le commissaire national de quai à Mokwa qui est un coucou, ça fait, je crois, 2 semaines de cela. Il a entamé cette discussion en privé dans notre plateforme restreinte des commissaires nationaux et adjoints. Et effectivement, oui, nous sommes en train de réfléchir à une journée porte ouverte avec les entreprises. Mais cela demande beaucoup de choses. Le sérieux, la reconnaissance de l'organisation, le partenariat. Donc, ça demande beaucoup de choses. Donc, c'est possible. Je pense que nous allons... Et comment ça peut aider le jeune? Alors, d'abord, pour une carrière, où chacun vient peut-être, je ne dis pas, viendra donner son expérience, mais viendra donner quand même quelques éléments de son expérience qui pourront aider les jeunes à surmonter certaines réalités. Ça c'est un. Le 2, le jeune vient poser toutes les difficultés qu'il rencontre. Le 3, le scouting fonctionne aussi en termes de mentorat. Donc, quand le jeune vient, il veut être, par exemple, quelqu'un qui est dans l'armée. Et je prends même le collaborateur anglais qui veut exposer son parcours. Ce dernier-là, ce rapport, il peut avec un mentor. Moi, il y a un qui m'a appelé, dit, passer un concours. Je lui ai dit, je te soutiens. Ce que je peux faire, je vais te donner les sujets qui, vraiment, les gens donnent au concours. C'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est aussi une lettre. Donc, chef, c'est possible. Et comment on peut les aider? Par ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça élargit aussi les réseaux. Bien sûr, aussi. C'est ça aussi le réseautage. D'accord. C'est très intéressant. On va entamer juste la dernière partie. C'est vrai qu'on a parlé du rôle du chef, tout et tout, mais je pense que dans l'orientation professionnelle, du moins, le parent a forcément un rôle à jouer. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors, les parents sont les maillons essentiels dans l'éducation et dans la vie même en société, avant de parler de la vie professionnelle des jeunes. La vie la vie professionnelle n'a rien d'autre qu'un lieu d'exécution de ce qu'on a appris de la société. Et la société, ça commence à la maison. Nos parents,
doivent mettre un accent particulier sur l'éducation. Normalement, dans l'éducation des parents, il y a beaucoup de faiblesses. Il y a beaucoup de laisser-faire. C'est mon premier enfant. On ne crée pas sur mon enfant. On ne fait pas ci, cela. On ne blâme pas mon enfant. Souvent, les parents sont complices du mauvais comportement des enfants. Ils cachent le comportement de l'enfant. Donc, nous faisons le meilleur pour que tu sais que ton enfant va. Donc, je vous dis, l'élément important, c'est d'abord la volonté pour les parents d'apporter un changement auprès de leurs enfants. Lorsque ce changement ne s'opère pas totalement, le parent peut avoir recours à des structures d'éducation, comme le scoutisme, comme les églises, de jeunesse, j'en passe. Voilà. D'accord. Très intéressant. Merci beaucoup, chef, pour ce temps que tu nous as accordé. Je pense que on a plus ou moins fait le tour, du sujet, qui était de savoir, disons, comment le scoutisme était un levier pour les orientations professionnelles. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Avant de te laisser partir, tu vas nous donner ton mot de fin. Alors, c'était vraiment un plaisir de répondre à l'appel du MOS. Et le MOS a retenti. J'ai répondu à l'appel, espérant que ce petit temps d'entretien-là puisse apporter quelque chose de positif à nos jeunes. Nous sommes fiers de vous. Le scoutisme, c'est l'engagement, c'est la volonté, c'est la débrouillardise, c'est le volontariat, c'est le bénévolat, c'est faire sans rien attendre en retour. C'est aussi la discipline. Chers jeunes, ce monde a besoin de discipline. Et il faudrait que nous soyons disciplinés. On ne doit pas toujours dire qu'est-ce que le monde nous apporte. On ne doit pas toujours dire qu'est-ce que mon état m'apporte. Qu'est-ce que mon quartier fait pour moi. Mais plutôt qu'est-ce que nous faisons pour que le monde change, pour que le quartier change, pour que l'état change, pour que les choses s'améliorent. Soyez fiers de votre foulard. Portez votre foulard fièrement. Quand vous êtes en entreprise, donnez les valeurs qu'on vous enseigne depuis le scoutisme. Quand vous êtes en entreprise, sachez valoriser votre sens, votre valeur, votre plus-value, je veux dire, plus-value là, c'est scoutisme. Sachez valoriser cela. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous. Bonne et heureuse année avec le Seigneur Jésus-Christ dans la santé, la réussite et surtout, la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, chef. Eh bien, chers amis, ça a été également une joie pour nous de rester avec vous pendant tout ce temps d'antenne-là. J'espère que vous avez acquis quelque chose de nouveau et que tout ce que nous avons dit pendant cet échange-là vous permettra de vous orienter beaucoup plus facilement, ou j'allais dire avec un œil beaucoup plus pointueux dans tout ce qui sera vos choix dans la fonction qui vous attend demain. Sur ce, nous vous disons à bientôt et on attend le prochain chef qui répondra à l'appel du MOS. Au revoir.